Bonsoir à tous, je m'appelle Madi Tiembe et j'ai créé une association qui s'appelle Action des femmes pour le développement avec une série d'amis. Et c'est vrai qu'il est des fois très difficile de passer après comment dire, un énoncé de chiffres, un énoncé de théorie, parce que nous en fait, quand on dit action, c'est qu'on est vraiment sur le terrain, on est à côté de tout ce que les statistiques disent, millions de morts, exploitation illégale de ressources naturelles, etc., etc. C'est vrai que j'aurais souhaité qu'il y ait une carte pour que lorsque je vous dis Tingi Tingi, lorsque je vous dis Makobola, lorsque je vous dis Mwenga, lorsque je vous dis Kishiché, vous prenez juste une punaise dans votre chambre d'étudiant, vous mettez la punaise sur les villages que je vous cite, et vous allez vous rendre compte, tiens, c'est bizarre, il y a quand même du coltan. Tiens, c'est bizarre, il y a de la cassitérite. Tiens, c'est bizarre, il y a de l'eau. Tiens, c'est bizarre, il y a une forêt, parce que le parc de Virunga, c'est un patrimoine à protéger. Et ce patrimoine, aujourd'hui, vous savez, quand on est dans la forêt, on doit manger. Alors, on coupe quelques arbres, on fait du makala, donc du bois de chauffe, du bois pour cuisiner. Et puis, quand il y en a trop, on décide de le vendre sur des villes et on se fait un peu d'argent. Et ça peut chiffrer. Monsieur a dit 300 000, mais ça peut aller très très loin. Parce que la forêt, lorsqu'on parle du Nord Kivu, c'est des territoires 3-4 fois la France. Et donc, c'est très difficile pour nous qui sommes sur le terrain de se dire que lorsqu'on parle, c'est vrai qu'on m'a demandé d'exposer sur l'impact, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, nous, ici, pour agir là-bas. C'est possible. C'est possible lorsque, derrière les chiffres, vous prenez la peine de mettre un prénom. Des fois, il s'appelle Zawadi. Zawadi, en swahili, ça veut dire cadeau. Des fois, il s'appelle aussi, comme vous, Toussaint, Marc, Isaac. Ça peut être Caroline, Gwendoline ou n'importe. Mais vous savez, derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Ça veut dire tout simplement que lorsque certains guerrois, et vous donnent une raison ethnique, derrière la raison ethnique, comme par hasard, vous allez à Tingi Tingi, vous allez à Kishiché, et il y a des minerais. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. Et puis en même temps, vous vous rendez compte que pour faire la guerre, il faut acheter des armes. Pour faire la guerre, il faut acheter des munitions. Et ça veut dire que l'argent vient de quelque part. Et lorsque vous prenez la peine, en tant qu'étudiant, c'est pour ça que je vous dis, indignez-vous. Indignez-vous autant que vous pouvez. Parce que lorsque je me tiens ici devant vous, il y a un ordinateur, il y a ce micro. Lorsque vous prenez la peine de regarder ce qu'il y a qui compose cet écran, qui compose ce micro, vous allez vous rendre compte qu'à un moment ou à un autre, le coltan qui se trouve à l'intérieur, qui me permet depuis tout à l'heure, il y a 2 intervenants, je suis la 3e, il y aura des questions-réponses, mais ce micro, je vais continuer à le tenir en main, il ne va pas brûler, il ne va pas chauffer, parce qu'il y a des conducteurs à l'intérieur, et le minerai qui est à l'intérieur, il vient de quelque part. Il vient de la République démocratique du Congo, d'où je suis originaire. En 2002, il y a des gens qui avaient des treillis, ils se sont mis à table, et puis ils ont décidé, tiens, au fait, je peux retirer mon treillis, je mets un abacos, je mets une petite veste, et puis subitement, ils deviennent des présidents. Ils deviennent des ministres, ils deviennent des députés, ils deviennent. Monsieur a parlé de la réparation. Vous savez, si hier j'étais dans la forêt et qu'aujourd'hui je suis assis aux Nations Unies en tant qu'ambassadeur, ou alors je suis assis dans un hémicycle en tant que député, je peux vous dire que la petite Zawadi que j'ai violée un jour, ou que je suis allé massacrer dans son village, ou alors, tout compte fait, j'ouvre le ventre de sa mère, et puis il s'avère qu'elle attendait des jumeaux. Je suis très dure dans mes propos, parce que derrière les chiffres, il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a des gens, comme vous, qui avaient des espoirs, qui avaient des envies. Et c'est comme ça que je me retrouve en 2002, je dirais même plus tôt, vraiment plus tôt dans la guerre, où à l'époque, on n'avait pas tout ce que nous avons maintenant. Instagram, Facebook, TikTok, etc. Il y a des images trash qui circulaient sur Yahoo, sur Gmail, etc. Tous les jours, vous ouvriez votre téléphone, enfin, le téléphone, c'est vrai, voilà, le téléphone. Non, vous ouvriez votre Yahoo et vous avez des vagins défoncés. Vous aviez des têtes coupées. Vous aviez énormément de choses horribles. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent je peux faire suivre et puis c'est pas mon problème, je suis en Belgique, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, tout compte fait, ça ne me regarde pas. Mais non, ça nous regarde en tant qu'humains. Ça nous regarde parce que ça concerne des gens qui des fois vont prendre des risques pour venir jusqu'ici.
Et ils vont venir, vous voyez, le long de nos boulevards ici, il y a des gens, lorsque vous prenez la peine d'écouter leur histoire, vous allez vous rendre compte que Marc, Isaac, Gwendoline, etc., ben, ils vivaient dans un village et puis subitement un beau jour où on a découvert le pétrole, où on a découvert de la cassidérite, où on a découvert que tiens, lorsqu'on jette une graine sur la terre du Kivu, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu ou au Maniema, vous revenez 2 semaines après, et ben il pousse quelque chose. Cette terre est riche. Pas simplement riche de minerais, mais riche aussi de l'agriculture. Le Kivu est le grenier de la République. Mais aujourd'hui, toutes ces femmes, qui sont essentiellement rurales, ces femmes, malheureusement, ne savent pas rentrer chez elles. Et c'est comme ça qu'un beau jour, avec les amis, on a créé cette association et que je me suis retrouvée en 2014 dans un camp de déplacés. Quand j'arrivais, très loin, moi je croyais que c'était des champignons en fait, que j'allais dans la forêt et que j'allais ramasser des chanterelles. Mais non, ce n'était pas des chanterelles. Quand vous vous rapprochez, vous réalisez que ce sont des habitations, qu'il y a des gens qui habitent là. La pluviométrie est importante dans le nord et dans le sud Kivu, dans l'est du Congo en général. Donc ça c'est que j'avais littéralement avec eux les pieds dans la boue et la tête dans l'eau. Parce que ces abris, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que ces abris ne tiennent pas finalement. Ces gens sont malades tout le temps. Ils ont des maladies qu'on n'entend même plus. Je vous avoue, choléra, rougeole, c'est des choses qui franchement ici vous vous dites mais non, c'est pas possible, c'est éradiqué. Mais là-bas ça existe. Et ça c'est que quand vous vous approchez de ces endroits, c'est ça que vous voyez. C'est exactement ça. Et c'est ça que je suis venue vous dire, que lorsqu'on se met en action pour des êtres humains, c'est pas pour des statistiques, c'est pas pour dire que voilà, telle ou telle situation, il faut qu'on puisse étayer, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Au fait, madame, est-ce que vous avez été violée? En fait, dans la guerre, il faut que vous ayez une blessure, il faut que le sang coule. Mais la personne qui a vu son père la violer ou violer sa maman de force, parce qu'aujourd'hui, madame parlait des Kadogo, il faudrait quand même qu'on rappelle que les Kadogo, ce sont des enfants de 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je vous mets au défi de pouvoir vous dire qu'un enfant de 10 ans, c'est impressionnant avec une Kalachnikov, je peux vous dire que des fois ça dépasse sa taille. J'ai eu à faire face à ce type d'enfant et je croyais que c'était fini. J'ai eu à faire face à ce type d'enfant il y a exactement 1 mois et demi. J'étais au Congo, au Nord Kivu, dans un territoire qui s'appelle Kieru. Encore une fois, je vous mets au défi de mettre la punaise dans votre chambre d'étudiant. Donc j'étais à Kieru, et tenez-vous bien, on voit de l'agitation. Et j'étais avec mes équipes, toujours en action pour les femmes, pour leur développement. Et je vois devant moi, c'était un enfant. Mais ce qui, dans sa gestuelle, m'a fait comprendre que je n'étais pas en face d'un enfant, c'était ses yeux, en fait. Ce monsieur, parce que c'était plus un enfant que j'avais en face de moi, j'avais une machine de guerre. Il me regardait. Je suis noire, oui, je suis d'origine congolaise, oui, mais semble-t-il, dans la guerre, ça ne se voit pas. Ça veut dire que la ville de Goma, il y a des kidnappings. Je vaux de l'argent. Je vaux peut-être 20 000. Je vaux 50 000. En tout cas, quelqu'un va mettre un prix sur ma tête. Et des fois, ça peut être 5 $, parce qu'il est défoncé. Il faut aussi dire, il y a beaucoup dans la guerre. Il n'y a pas simplement le fait qu'on vous tue, comme monsieur l'a rappelé dans ce très beau poème. Mourir finalement, tout compte fait pour l'éternité, ben, je ne saurais pas finalement pourquoi je suis morte. Mais pour les vivants, c'est plus dur. Je rencontre des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je rencontre des hommes qui sont dans l'alcoolisme. Pas acheter une bouteille de Johnny Walker, non. C'est des gens qui boivent de l'alcool fluorélaté, qui dès que vous ouvrez la bouteille, je crois que c'est même du 150%. Eh bien, ce garçon qui me regardait, en tout cas, dans sa gestuelle, dans ses yeux, j'ai compris qu'il voyait, en tout cas, son occasion de pouvoir sortir de cette misère. Pour ceux qui me connaissent, quelques-uns, je suis quelqu'un de très déterminé, je veux aller quelque part. Quand je tiens quelque chose, je veux aller jusqu'au bout. On allait dans une école à Kieru, parce que vous savez, lorsqu'on se met en action pour les femmes, je suis allée, je vous ai dit, dans des camps de déplacés, en 2014, j'ai rencontré beaucoup de misère. Et ces femmes, quand elles vous accueillent, elles ouvrent leurs portes. Si tu peux passer aux suivantes.
et que ça va, voilà. Si tu peux passer encore, oui. Donc voilà. Voilà le type de maison où on m'accueille quand je vais au Nord Kivu. Voilà le type de maison où les femmes, lorsqu'elles me regardent, elles disent « Madame, vous êtes venue jusqu'ici, entrez s'il vous plaît, venez, je vais vous offrir de l'eau, je vais vous offrir quelque chose. » Pourquoi elles veulent que j'entre dans leur tente? Parce que c'est 20 000, 30 000, 100 000 dans un bloc. Et on dit, selon les chiffres, qu'il y a près de 5 millions de personnes autour de la ville de Goma. Et donc, lorsque cette personne me demande d'entrer dans sa tente, voilà, c'est ça. Parce que derrière les chiffres, il faut que vous ayez, comme on dit dans Paris Match, le poids des mots, le choc des images. J'ai caché le visage, bien sûr, par respect pour elle, parce que AFEDE, c'est le respect de l'intégrité physique, morale des femmes et des filles de la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes engagés ici en Belgique et on se dit, tiens, on va faire une récolte de vêtements, on va faire une récolte de draps, etc. On se dit, on va tout mettre dans un conteneur et envoyer au Congo. Figurez-vous que ces gens, comme je vous ai dit, c'est pas la quête aux champignons, hein. C'est ça. Donc ça veut dire que vous allez distribuer une couverture, des vêtements, pour une personne qui a les pieds dans la boue, qui dort sur ces espèces de stones, en fait, au Nord Kivu, c'est une terre volcanique, il y a eu l'éruption volcanique en 2021. Donc cette jeune fille va prendre le nombre de couvertures que vous lui donnez, elle va les superposer sur ces pierres, elle va dormir dessus, et comme vous voyez, la toile, elle est déchirée, hein, et encore, je suis encore gentille, je ne vous ai pas montré le pire. Donc ça veut dire que cette fille, en ce moment, depuis septembre, pendant que j'étais là, il pleuvait tous les jours. Ces gens, dans cette tente, il y a une promiscuité, elle me toussait carrément sur le visage, en fait. Mais vous ne pouvez pas montrer que vous avez peur de la maladie. J'ai peur du choléra, j'ai peur de la rougeole, j'ai peur du Mpox aussi. Mais elle est contente de vous accueillir. Et donc ça veut dire que lorsqu'on parle de la guerre, lorsqu'on parle des chiffres, mettez le prénom de quelqu'un. Mettez le nom de son village. Mettez le nom de sa grand-mère qui est morte et qu'elle va commencer à vous parler comme si la chose s'est passée hier. Et donc c'est ça, si tu peux faire passer, c'est ça justement que je voulais vous montrer. Elle s'appelle Mado. Je m'appelle Marie-Madeleine. En fait, vous savez, au Congo, la plupart de nos parents ont été éduqués dans le catholicisme et même judéo-chrétien très poussé. Dès que vous avez une fille aînée, elle s'appelle Marie quelque chose. Marie-Cato, Marie-Madeleine, Marie-Catherine. Donc bref, moi c'était Marie-Madeleine et moi, heureusement, c'est Madi. Donc je me retrouve avec cette petite, avec sa grand-mère. Et sa grand-mère qui me regarde, qui dit « Mais je suis très contente que vous veniez jusqu'ici et que vous preniez la peine de scolariser ma petite fille parce que ma fille et son mari sont morts. On est parti très loin et à un moment on s'est perdu et puis j'ai appris qu'ils étaient morts. » Et pourquoi je vais insister maintenant et vous dire d'où ils viennent? Ils viennent du Rutshuru. Le Rutshuru, c'est un territoire congolais où il y a énormément de Bahutu. Ce n'est pas des rwandophones, c'est des Bahutu. Donc ça c'est que, si tu peux faire passer... Donc, tous ces enfants, vous voyez, je vous montre juste des enfants. Ils ne sont pas Hutus, ils ne sont pas Tutsi, ils ne sont pas Houndé, ils sont pas... Il y a 450 ethnies au Congo. Ils sont juste des Congolais déplacés à cause de la guerre. Et des fois, quand vous prenez la peine de regarder ces enfants, ça c'est la première fois où quand je les ai rencontrés, vous vous rendez compte qu'ils ont une histoire. Et leur maman... Ces femmes ne pensent même pas à elles, aux dommages qu'elles ont subis. Elles m'ont dit une chose, elles ont dit « Madame, vous êtes venue jusqu'ici, nous ce qu'on veut c'est scolariser nos enfants. On veut des juristes, on veut des anthropologues, on veut des juristes, on veut tout. Parce que leurs villages sont détruits. Ils veulent des écoles, c'est pas pour rien. Ils veulent justement des hôpitaux, c'est pas pour rien. Parce que le dommage qui a été le leur ne va jamais, en tout cas jusqu'à présent, comme l'a rappelé monsieur ici avec les chiffres, les dommages sont incommensurables. Il y a tout un tissu socio-économique à rebâtir au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, partout où il y a la guerre. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez des femmes comme elles, quand vous prenez la peine de demander, mais au fait, moi c'est Madi, et toi? Et puis elles sont intarissables. Parce que ces femmes que vous voyez, ces hommes et ces enfants,
Eh bien, c'est ça, la République démocratique du Congo. Et ce sont des gens dans la guerre. Et c'est comme ça qu'en 2014, on s'est engagé et on s'est dit que nous, on veut pouvoir aider ces personnes. Et ces personnes nous ont dit non, pas pour nous, mais ils pensaient à demain. Ils nous ont dit masomo, masomo, kusoma. Et ça veut dire, en swahili, quand je vous le traduis, ça veut dire étudier. Vous avez de la chance, vous, de vous retrouver ici, dans une université prestigieuse, et je me tiens devant vous. Sachez qu'en RDC, je ne pouvais pas tenir ce genre de propos. Parce que très vite, on va défoncer la porte, on nous prend tous, et puis on va finir quelque part. Avec un peu de chance, les hommes, on va les tabasser, et puis on va les enrôler de force dans des groupes armés. Et puis nous, les filles, bah écoutez, voilà quoi. Et puis s'il y a quelqu'un qui est vraiment, il était très poussé en biologie, etc., il va se décider, tiens, si je coupais un sein, et dans le feu de l'action, il va se dire, bah, je vais couper aussi les lèvres de son vagin, pour voir comment ça se passe. Ce que je vous dis ici, c'est pas que je veux vous choquer, mais je veux vous dire que c'est ça la guerre en fait. Lorsque vous entendez Gaza, vous entendez Beyrouth, mais posez-vous la question, quand tu es une petite fille de 7 ans en train de circuler dans une ville où il y a des hommes en armes, d'après vous, il se passe quoi? Il te tend un bonbon? Non. La guerre est trash, la guerre est dure. Et donc j'avais face à moi ce jeune homme qui n'était plus un jeune homme, qui n'était plus un enfant. Et du coup, je me suis dit, si je recule, et j'étais avec mes équipes, je me suis dit, si je recule, il va se dire que je suis une espionne et que j'étais venue pour... écoutez, en plus je suis grande, j'ai un front bien dégarni, certainement que je suis une Rwandaise qui vient en repérage. Et ce que j'ai fait, j'ai continué. J'ai continué là où je devais aller parce que c'était une école à Kieru qui est vraiment à cheval avec la frontière rwandaise. Donc je devais aller là parce que Mado, avec sa famille, se trouvait, en tout cas, ils n'avaient pas le choix que de scolariser la petite là-bas. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on a écouté les mamans, elles ont dit, donnez la possibilité à nos enfants de pouvoir aller à l'école parce qu'on n'a pas les moyens. Et c'est comme ça que notre projet a commencé et qui s'appelle Tembea. Ça veut dire marchons ensemble pour scolariser vos enfants. On scolarise aujourd'hui des enfants qui sont sortis des groupes armés, des enfants qui sont nés des viols, des enfants qui sont juste déplacés. Et puis aussi, malheureusement, il y a les pygmées et les gens n'en parlent pas. Dans le parc des Virunga, il y a une cohabitation difficile entre les Bantous et les pygmées. Et nous, on scolarise des enfants pygmées. Parce qu'on se dit, dans ce parc des Virunga, ils vivent encore dans une situation, je dirais, ancienne. Ils vivent de la cueillette, etc. Et donc, ça c'est qu'il y a des familles pygmées que nous accompagnons. Dans cette guerre, il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de situations difficiles. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on met un enfant à l'école, c'est pour lui donner l'égalité des chances. Ça veut dire que depuis 10 ans qu'on le fait, on ne sait pas finalement si Isaac est sorti des groupes armés, si Mado, si ses parents sont morts ou sont vivants. Donc, ils sont tous juste des enfants assis et en plus en uniforme dans une école là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Premier axe, comment aider? En soutenant la scolarité des enfants. Parce que l'école, en tout cas l'éducation, c'est le meilleur moyen de pouvoir lutter contre l'obscurantisme, lutter contre ces enfants qui vont être enrôlés de force dans les groupes armés. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis ensuite, chemin faisant, parce que les réponses viennent que des femmes, ne viennent pas que forcément de nous. Les réponses viennent des femmes. Et puis un beau jour, les femmes, on se rend compte que les enfants, il y en a certaines qui viennent à l'école, qui partent, ou d'autres qui, une semaine, on ne la voit pas. Et on pose des questions. Ça veut dire que lorsque vous engagez dans un projet, il peut être tout simplement ici distribuer de la soupe. Intéressez-vous, demandez au fait comment tu en es arrivé là. Et c'est en demandant, en posant les questions, on se rend compte que ces femmes, on avait oublié ça. C'est vrai que les femmes, quand elles fuient, elles n'ont que le vêtement qu'elles ont sur elles. Et imaginez maintenant leur vie menstruelle. Elles n'en ont pas. Et les jeunes filles ne pouvaient pas aller à l'école parce que quand elles ont leurs règles, c'est impossible de pouvoir assister aux cours parce qu'elles mettent des feuilles de bananier. Elles s'assiedent, quand sont les règles abondantes, excusez-moi d'être aussi directe, elles creusent un trou dans leur tente et elles s'assiedent pendant toute la journée. Elle ne sait pas bouger parce que voilà, ça coule. Il y a d'autres qui disent, écoutez, ah oui, mais on n'a pas assez de moyens parce qu'on est des déplacés. Et bien, ça c'est que la serviette qui va être distribuée par une ONG comme la nôtre, etc., ça va faire le tour de toute la famille. Et on va un peu la laver. Et encore, quand vous avez des familles au Kivu où on vous donne 20 litres d'eau par famille, et c'est des fois 10, 15 membres,
eh bien, tenez-vous bien que la personne qui a une serviette, j'ai vu ces serviettes, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais ce n'était pas des serviettes, en tout cas. Et donc, ça c'est que nous avons attaqué le côté santé reproductive et sexuelle. On devait pouvoir leur fournir, en tout cas, réhabiliter leur dignité, en fait. Et donc, ça, c'était le deuxième axe. Le troisième axe, c'est de pouvoir se dire, OK, maintenant qu'on essaye que vous soyez debout, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut... Parce que nous sommes une association, comme je vous ai dit, de bénévoles. La plupart des membres travaillent, chacun a un peu sa vie, etc. Et donc, ça c'est qu'il y a des moments où on n'a pas d'argent. C'est ça aussi, on n'a pas d'argent. Mais est-ce qu'on peut pouvoir dire à une femme qui est dans les tentes, de toute façon, maintenant, tu peux tout faire passer, je m'arrêterai, si quelqu'un a une réponse, en tout cas, si tu peux passer en automatique. Ah, c'est pas possible? Ok. On remet au début. Oui. Voilà. Ok. Et donc, ça c'est que il fallait pouvoir accompagner ces femmes aussi autrement. Parce que malheureusement, comme l'ont rappelé mes deux prédécesseurs, c'est que la guerre continue. Au moment où je parle maintenant, comme je vous ai dit, je suis revenue il y a 1 an et demi, la guerre, elle est là. Il y a des jours où je ne pouvais pas aller à tel ou tel endroit parce qu'il y avait des échanges de tirs. Il y avait du mortier qui était largué. Donc, on devait pouvoir trouver une solution pour que ces femmes, lorsque nous ne serons pas là, parce qu'on ne peut pas donner comme dans un puits sans fond. À un moment, il faut mettre ces femmes debout. Et c'est comme ça que nous avons créé la Gomatracienne. Parce que ces femmes, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient de tel ou tel territoire, parce que nous, ce que nous voulons, comme je vous ai dit, qu'on ne pointe pas l'autre du doigt, qu'on puisse se dire, ok, on est tous solidaires dans le même combat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se mettre debout? Et c'est comme ça que nous avions commencé la Gomatracienne, où on permet à des femmes, avec des capitaux très, très minimes, de pouvoir commencer à vendre, que ce soit des produits brassicoles, des limonades, des savons, etc. Et c'est ça que nous mettons comme axe. Et ça permet de vous dire que la guerre, elle est là, elle va durer, malheureusement, parce que nous avons besoin de tout ça. Moi, je vois mes enfants, par exemple, lorsqu'ils sortent la nuit, eh ben, ils reviennent en trottinette. Je ne crois pas que mes enfants se posent la question de savoir d'où vient le cobalt qu'il y a dans leur trottinette. Donc ça veut dire que nos besoins sont tels ici, dans le monde dans lequel nous vivons, que malheureusement, ces gens vont toujours continuer à payer un lourd tribut. C'est pour ça que le plaidoyer, il ne doit pas se faire simplement au niveau associatif, académique, politique, etc. Non, comment dire, académique, scientifique et associatif, mais il doit aussi aller vers les politiques. Parce que ce sont les politiques qui se mettent autour de la table et qui décident finalement de parler de paix. Ils parlent seulement de la paix, mais ils ne construisent pas la paix. Et c'est comme ça que nous essayons, tant faire se peut, de pouvoir interpeller les politiques, que ce soit ici où nous vivons, que ce soit au Congo, pour leur dire que la situation telle qu'elle est vécue par les populations du Congo est intenable. Surtout que lorsque nous voyageons sur place et que nous sommes nous-mêmes pris à partie, je peux vous dire que la situation peut vraiment tourner au vinaigre. Donc c'est un peu le message que j'avais pour vous. Je n'ai pas 30 minutes, mais je peux, comme vous avez vu, dès que j'ai le crachoir, dès que vous avez des questions, moi je suis vraiment prête à vous répondre, parce que l'Action des femmes pour le développement est née en 2004 exactement, et puis c'est 10 ans après qu'on s'est retrouvés dans ces camps de déplacés et que nous avons mis en place toute une série de choses. En fait, chaque année, depuis 2013, on participe aux 20 km de Bruxelles, parce que la question de l'argent se pose toujours. On participe aux 20 km de Bruxelles, on a une ligne des coureurs, et puis ensuite on organise des repas qui permettent justement à ce que nous puissions scolariser des enfants là-bas. Nous avons 50 enfants, nous avons 42 mamans, nous avons des populations que nous relogeons, parce que ça aussi je devais vous dire, je vous ai montré ça, c'est vrai que ça fait très bien de vous montrer les conditions dans lesquelles ces personnes vivent, mais sachez que la plupart des femmes que nous accompagnons, nous les avons sorties de ces camps de déplacés. Ça c'est vraiment quelque chose que qui nous tenait à cœur. On ne pouvait pas imaginer que les jeunes filles, les petites filles, en tout cas, aillent à l'école et reviennent dans les tentes telles que je vous les ai décrites. Et donc, au fur et à mesure des années, nous avons réinstallé des familles et nous espérons pouvoir le faire encore plus. Et c'est comme ça que nous avons donc, depuis le mois de mai dernier, nous avons un espace qui s'appelle Elimu. Elimu en Swahili, ça veut dire éduquer, éducation. Nous y avons mis des livres, parce que dans la guerre, les enfants ont besoin
ils sont que dans ça. Ils sont nés de la guerre, ils vivent de la guerre, et nous, ce qu'on voulait, c'est leur apporter autre chose. Et donc, ils peuvent jouer, ils peuvent tout simplement, des fois, laver les mains, se laver aussi, laver leurs vêtements, parce que, comme je vous ai dit, une famille, un petit bidon de 20 litres, c'est pas suffisant. Et donc, les enfants peuvent vraiment venir dans cet espace, y avoir du temps, des livres, des jeux, et bientôt un espace numérique. En tout cas, c'est voilà. Donc, c'est un peu l'apport que nous avons dans cette guerre qui, malheureusement, est en train de durer. Voilà le message que j'avais pour vous.